Aujourd'hui, le centre rêve de modernisation du plateau technique et de rénovation de ses infrastructures de soins dans un Cameroun dont 10% de la population vit avec un handicap. Un monde meilleur, plus juste et équitable est-il possible pour les personnes à mobilité réduite dans ce pays, le Cameroun? Diagnostic de la situation et ordonnance du docteur Alexandre Manga, médecin chirurgien urgentiste, diplômé de l'Université catholique de Louvain en Belgique. C'est le directeur général du Centre national de réhabilitation des personnes handicapées, cardinal Paul-Émile Léger. Il est ici, dans ce studio, sans blouse blanche ni scalpel, uniquement vêtu de son costume d'invité de cette autre signature de Actualité Hebdo. Alexandre Manga, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Romuald, merci. Puisque vous êtes médecin, commençons tout de suite par un bilan de santé. Comment va le centre des handicapés à 50 ans? Nous pouvons dire à 50 ans que le centre est en période de convalescence. Carrément. Il a été très malade et une thérapie lui a été proposée et il se remet petit à petit de cette situation où il se retrouva presque comme un bateau qui était en train de chavirer. Grâce au pouvoir public, ce centre est en train de renaître. Et nous avons beaucoup d'espoir sur les projets en cours afin que toutes les couches sociales de notre pays puissent se reconnaître à travers ce centre pour la prise en charge, l'accompagnement, l'assistance vis-à-vis de ces couches sociales vulnérables que sont les personnes handicapées. Il faut ajouter à l'état de santé physique que vous décrivez avec des mots, on va dire, préoccupants, la crise sanitaire, le coronavirus, elle est effective là-bas. Est-ce que c'est facile de, on va dire, de mener la croisade dans votre contexte? C'est pas du tout facile, compte tenu de la difficulté pour les personnes handicapées, et si je veux dire de toutes les personnes qui présentent une déficience. Il n'y a pas que la mobilité réduite, il y a également le handicap mental, il y a également la déficience visuelle, et n'oublions pas les déficients auditifs. Comment faire passer le message concernant le respect des mesures barrières, comment faire passer le message concernant la prise en charge en cas de syndrome grippal ou de syndrome infectieux. C'est toute la difficulté que nous avons eue depuis près d'un an de faire passer ce message. Pourquoi? Parce que les personnes handicapées sont les personnes qui ont besoin d'une aide, d'une personne à côté. Alors, il faut non seulement transmettre le message à la personne handicapée, mais il faut également que la personne valide qui l'accompagne accepte de mettre et de respecter, de mettre en pratique et de respecter ces mesures. Alors, puisque nous parlons du Covid-19, c'est impossible de ne pas vous faire réagir sur cette actualité. Est-ce que vous, comme manager, vous êtes concerné par les auditions qui ont cours en ce moment pour faire toute la lumière sur la gestion des fonds dédiés à la lutte contre le coronavirus? Je dirais, par la grâce de Dieu, nous ne sommes pas concernés. Donc, nous essayons de rentrer dans ce grand combat contre la pandémie avec les ressources propres du centre et puis quelques dons que les œuvres sociales privées, que des personnes, les ONG mettent à la disposition du centre. Et il faut dire d'ailleurs que généralement, lorsque des organisations ou des associations fournissent des dons au Centre national de réhabilitation des personnes handicapées, elles exigent assister, enregistrer, filmer pour leur propre traçabilité, ce qui est fait par leurs émissaires. Ce qui fait que nous sommes totalement à l'abri parce que nous n'avons reçu aucun fonds dédié à la lutte
contre le Covid-19. Très bien, c'est tant mieux pour vous, Alexandre Manga. Maintenant, rentrons dans le vif du sujet, la célébration des 50 ans d'existence du Centre des handicapés. De votre point de vue, quels sont les progrès, les évolutions majeures de ce centre durant ces demi-siècles? Bien, c'est une question assez vaste, Romuald. Permettez-moi déjà de louer la volonté politique qui est au centre de cette évolution, des progrès réalisés par le centre. Les progrès qui ont été réalisés sont de plusieurs ordres, sur le plan institutionnel et sur le plan managérial. Alors, sur le plan institutionnel, déjà, il faut dire que la représentation nationale, c'est-à-dire l'Assemblée, les députés, les représentants du peuple, ont, depuis 2010, réfléchi et élaboré un projet de loi qui a été promulgué par le chef de l'État et qui protège et promeut les personnes handicapées. C'est la loi du 13 avril 2010. Et puis par la suite, il y a eu, le 23 juillet de 2018, il y a eu ce décret du Premier ministre qui fixe les modalités d'application de cette loi de 2010. Quelques jours seulement après votre nomination comme directeur général. Ce n'est pas un fait de hasard. Et puis, à côté de ce décret, il y a un autre décret qui réorganisait le CONRA. Le CONRA, c'est en quelque sorte ce comité qui regroupe des représentants de l'administration et des organisations des personnes handicapées chargées de réfléchir sur la réadaptation, la réinsertion des personnes handicapées. Et puis enfin, je terminerai par deux autres textes qui sont des arrêtés conjoints signés par Madame le ministre des Affaires sociales et Monsieur le ministre de la Santé publique, qui fixent les modalités de délivrance du certificat spécial et également les modalités de délivrance de la carte nationale d'invalidité. Tous ces textes sont venus clôturer l'encadrement juridique de la prise en charge de la personne handicapée en 2018. Alexandre Manga, tout ce que vous dites là est intéressant, mais je vous fais observer que, au départ, le cardinal Paul-Émile Léger, aidé par Monseigneur Jean Zoy, avait pu obtenir 9 hectares, je crois, pour la construction du centre. Et aujourd'hui, vous restez à l'étroit, alors qu'il y a de l'espace. C'est quand même un sentiment d'immobilisme. Qu'est-ce qu'on peut faire pour en sortir? Oui, si vous permettez, Romuald, vous avez posé la précédente question concernant les avancées. Vous n'en aviez pas terminé avec les avancées? Non, nous n'étions que sur le plan institutionnel. Sur le plan institutionnel, d'accord. Qui révélait, qui démontrait s'il fallait encore le faire de la volonté politique. D'accord. Terminons avec on a terminé avec la volonté politique. Maintenant, rappelez-nous brièvement quelques grandes autres évolutions et puis vous répondez à ma question. Bien. Maintenant, sur le plan de la cible. La cible a évolué par rapport à l'époque de feu cardinal Paul-Émile Léger. Il s'agissait d'abord au départ de prendre en charge des enfants qui présentaient les séquelles de poliomyélite. Cette cible a tellement évolué qu'il est devenu important de prendre en charge les personnes adultes présentant des affections handicapantes, c'est-à-dire des affections qui vont limiter vos capacités dans votre environnement. Et c'est ainsi que le centre a été créé, a changé de statut, est devenu un établissement public par toujours la volonté politique du chef de l'État, son Excellence M. Paul Biya, et qu'il a même encore réorganisé il y a à peine 2 ans pour lui donner tous les moyens indispensables afin que
la vision qu'il a de notre société, c'est-à-dire la vision d'une société inclusive, où il n'est nullement question de stigmatiser. Et d'une société de solidarité. Tout à fait, de stigmatiser ou de mettre à l'écart les personnes handicapées. Cette vision est déclinée dans toutes ces avancées que je dis. C'est la raison pour laquelle Pourquoi, malgré ces avancées, vous restez à l'étroit? Est-ce que tout cela ne devait pas se traduire par une extension des infrastructures, des équipements, des installations du centre? Romuald, déjà vous dire que nous ne sommes même pas à l'étroit. Nous bénéficions de l'héritage du cardinal Paul-Émile Léger nous donne droit à près de 9 hectares dans le patrimoine foncier et rien que à peine 3 sont exploités. À peine 3 sont exploités. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Qu'est-ce qu'on fait des 7 autres ou des 6 autres hectares? Les 6 autres hectares sont exploités, une fois de plus par la volonté politique. Excusez-moi, parce que tout se fait dans la volonté politique. Tout se fait au centre par la volonté politique. Par la volonté politique. On ne le dit pas assez, et de ma posture donc, de scientifique, je suis tenu à une probité. Donc il faut le dire. Par la volonté politique, il y a un projet de partenariat sud-sud qui a été développé depuis 2015 avec le Maroc. Et l'objectif dans ce partenariat, c'est justement de doter le centre de nouveaux bâtiments de prise en charge et d'encadrement des personnes handicapées, de nouveaux équipements adaptés à l'évolution de la science et également même de doter le centre de 2 instituts, non seulement de formation des Camerounais en kiné-physiothérapie, mais également de formation des Camerounais en techniciens, en technique de fabrication d'accessoires de déambulation. Est-ce que c'est cela que vous appelez là-bas la première phase de la réhabilitation, du Centre national de réhabilitation? C'est la deuxième phase. La deuxième phase. La première phase est terminée en 2019. C'est le contrat plan. Et je dirais encore que c'était une volonté politique. Décidément, tout est autour de la politique. Et l'objectif... Vous faites de la politique, Alexandre Manga? À partir du moment où nous sommes des responsables publics, nous sommes tenus d'appliquer, de transmettre, parce que le centre, étant comme un établissement public, est une déconcentration technique d'un département ministériel. Nous sommes tenus d'aller dans le sens de la volonté politique qui est de donner à la personne handicapée, de léguer au Cameroun un centre unique dans le monde, je peux le dire sans embâche, unique dans lequel vous retrouvez, dans une sorte d'unité de lieu, des structures de scolarisation et d'éducation des personnes handicapées, et des enfants, y compris les enfants, des structures de prise en charge médico-sanitaire, c'est-à-dire tout ce qui peut concerner les interventions chirurgicales des différents types de handicap, des structures d'appareillage des personnes handicapées, des structures de rééducation des personnes handicapées. Vous ne les retrouvez pas partout dans le monde. Et d'ailleurs, les partenaires que nous avons qui viennent de l'étranger trouvent que ce sera, pour le Cameroun, c'est une grande première. On va donc essayer d'aller vérifier tout cela sur le terrain, si vous le voulez bien. Je vous propose de regarder un élément réalisé sur l'état de santé et l'état d'esprit du Centre national de réhabilitation des personnes handicapées cardinal Paul-Émile Léger. C'est dans ce sujet, conduit par Oswald Medong. Un demi-siècle déjà. C'est fou ce que le temps passe vite. Et le Centre national de réhabilitation des personnes handicapées cardinal Paul-Émile Léger a traversé le temps et avec lui les époques qui ont contribué à façonner la structure telle que connue aujourd'hui, mais surtout établir sa réputation. Le cardinal Paul-Émile Léger, ayant démissionné de ses fonctions en tant qu'archevêque de Montréal, c'est ainsi qu'arrivé en 1966 à ce qu'on appelait auparavant le Dahomey, il s'est installé pour une prise en charge des enfants présentant des séquelles de poliomyélite.
En 1967, les sœurs de l'Immaculée Conception, qui sont aujourd'hui basées à ce qu'on appelle aujourd'hui l'échangeur simplifié de Yaoundé, lui ont envoyé la nouvelle lui disant que si au Dahomey, aujourd'hui le Bénin, il y a des enfants handicapés, au Cameroun, il y en a beaucoup plus. L'histoire du Centre national de réhabilitation des personnes handicapées est aussi faite de rencontres gravées à jamais sur du marbre. Elle tient d'ailleurs de l'une d'elles, la plus récente notamment, ses orientations présentes. Quand nous on a formé un enfant ici, qu'est-ce qu'il devient? Il est important donc qu'il puisse être installé, premièrement, et deuxièmement, que nous puissions le suivre. L'œuvre issue de la vision de cet ancien cardinal canadien et dont elle porte le nom continue tant bien que mal de rendre service. Le centre, il est accueillant, plus n'eût été certains frais que l'on doit payer parce que sans ça, il n'y aurait pas de traitement. On ne pourrait pas dire que vraiment c'est très rude. L'institution vit aussi par son personnel, des hommes et des femmes dévoués au service des pensionnaires. Les personnels sont gentils et je pense que c'est un centre d'aide. Quand vous êtes en difficulté, vous dites à n'importe qui là, que ce soit les gens de service social, vous leur demandez de l'aide, ils viennent. Vous demandez même à un infirmier, il s'arrête. Alors ici, l'aide est de taille et l'accueil aussi. Ainsi peinte, l'histoire du Centre national de réhabilitation des personnes handicapées ressemble à un conte de fées que Néni, le vieil homme, a subi l'usure du temps et ses façades le montrent, malgré les bons et loyaux services qu'il ne cesse de rendre. Le Centre national de réhabilitation, lui aussi, demande une réhabilitation. Ces dernières années, elle s'est plutôt faite par dose homéopathique, bien insuffisant pour maintenir sur ses deux pieds un plateau technique qui lui aussi a fait son temps et des infrastructures qui se comptent par dizaines. Mais tout cela n'entame à rien la détermination des dirigeants du centre et de l'ensemble des personnels qui maintiennent la barque à flot contre vents et marées. Attention, attention, Bayam Salam, commerçant Asso. Le coronavirus est encore parmi nous. Respectons les mesures barrières. Portons le masque chaque fois qu'on a un de nos assos devant nous. Lavons-nous régulièrement les mains avec de l'eau et du savon. Qu'auriez-vous ajouté au tableau qui vient d'être dressé? Oui, il y a quelques précisions à apporter au grand public et aux personnes handicapées, y compris aux familles. Commencez par les personnes handicapées. À l'époque du cardinal Paul-Émile Léger, c'était une œuvre sociale privée. Et donc, il y avait totalement de la charité, de la gratuité. Mais les mutations institutionnelles ont fait que le centre est devenu un établissement public. En un mot, il faut mettre la main dans la poche. Non, pas forcément ça. C'est pour dire que l'établissement public exige de celui qui est à la tête pour le piloter d'être confronté à trois rationalités. La première rationalité, c'est ce que j'appellerais la rationalité administrative. C'est-à-dire, vous êtes directeur général d'un établissement public. Donc, c'est une entité qui est dotée d'une autonomie de gestion et d'une personnalité juridique. Vous devez gérer cette structure selon les canevas, ce qui est prévu par l'État. La deuxième rationalité? La deuxième rationalité, c'est la rationalité managériale. Comme étant manager, vous êtes soumis à la production des résultats, c'est-à-dire la performance. Et la troisième? Et la troisième rationalité n'est que la rationalité technique. C'est-à-dire qu'étant le manager étant lui-même un thérapeute, un chirurgien, il est tenu de respecter les canevas, les principes
qui guide, si vous voulez, l'exercice de sa profession. Nous sommes soumis au contrôle comme toutes les autres entités publiques. Nous sommes soumis à la production des résultats et à l'atteinte de certains objectifs. Et donc, par conséquent... Et à ces résultats, il faut ajouter que lors de votre installation, dans le cahier de charges qui vous a été assigné ce jour-là, il vous a été demandé de booster les recettes. Voilà. Est-ce que ce n'est pas dirimant avec la mission sociale de votre centre? Nous sommes dans l'optique du social rentable, c'est-à-dire l'entrepreneuriat social. C'est un jeu de mots. C'est pas un jeu de mots, Romuald. C'est pas un jeu de mots. C'est-à-dire un social qu'il faut payer. Non, c'est pas dans ce sens. Il faut sortir du triptyque handicap, pitié, dépendance. C'est un triptyque dans lequel les personnes handicapées, le public, vit. Si nous voulons une société inclusive qui valorise et qui permet à la personne handicapée de s'exprimer, il faut passer au triptyque personne handicapée, handicap, autonomie, acteur de développement. Et vous ne pouvez pas être acteur de développement si vous êtes dans la pitié, dans la charité. Il ne faut pas confondre. Dans nos missions, nous avons un volet social. Je peux vous dire, et je peux vous confirmer, parce que ce sont des chiffres qui sont validés par le conseil d'administration, que le centre perd par an près de 50 millions de francs. Des recettes qui sont dédiées. C'est le fait de quoi? Non seulement des rabattements des frais de soins, des gratuités de soins et des appareillages, et puis il y a des effacements des dettes. Mais c'est aussi cela le rôle de l'État. Mais nous l'assumons. Mais alors, nous l'assumons. Donc c'est pour dire que j'ai vu quelques personnes que nous connaissons bien qui sont interpellées là-dessus, ils l'ont dit. Mais parallèlement, l'État nous demande de pouvoir essayer autant que possible. Parce que l'État fait beaucoup, M. Romuald. L'État fait énormément pour la prise en charge des personnes handicapées. Parce que nous sommes là. Nous sommes dans le volet du centre. Mais si vous allez à la tutelle technique, au ministère des Affaires sociales, et que vous savez tout ce que Madame le ministre des Affaires sociales fait dans d'autres secteurs que le handicap, non, vous verrez que le social coûte très cher. Le social coûte cher. Ailleurs, dans les pays occidentaux, le budget du social et de la santé font parfois partie de la deuxième ou troisième enveloppe. Mais c'est dans l'ordre normal des choses. Alors, dites-moi, Alexandre Manga, vous célébrez donc les 50 ans. C'est un effet de mode ou alors cette célébration est une activité qui pourrait apporter une transformation à la vie et du centre et des personnes? Je préfère dire que l'activité pourrait contribuer. Parce que nous ne sommes pas dans l'absolu. Contribuer à... De quelle manière? Voilà. D'abord, ce projet est prévu dans notre projet de performance. C'est-à-dire qu'il a été validé par le conseil d'administration l'année dernière. Ce projet ne sort pas du sol comme un champignon. C'est quelque chose qui a été maturé. Et la deuxième chose la précision que je voudrais apporter, c'était pour ne pas effacer la mémoire. C'est très important. Il faut toujours se souvenir de là où on vient. Absolument. Et qu'est-ce que vous comptez faire concrètement en termes d'activité? Alors, en termes d'activité, au courant de cette semaine du cinquantenaire, nous avons de nombreuses activités qui seront développées dans différents sites. La première, déjà, au centre. Ce sont des consultations médicales et spécialisées. Elles sont ouvertes à tout le monde? Elles sont ouvertes. Et je dois préciser que le centre étant un établissement public, il n'y a pas de conditions. On ne vous exige pas une carte d'invalidité pour avoir des prestations au centre. D'ailleurs, le grand public qui m'écoute et qui nous regarde sait que même sans avoir une déficience, pour une pathologie qui peut faire croire ou faire penser qu'on peut devenir déficient, on consulte au centre. On ne discrimine pas. Ça, c'est la première activité. J'ai cru voir que vous organisez un gala de levée de fonds. Alors, avant ce gala, nous avons également un service œcuménique
qui sera réalisé. Il s'agira également de concevoir et de voir comment aménager la case laissée par le cardiaque Paul-Émile Léger, qui pour nous est un très grand souvenir. Il s'agira aussi d'exposer les œuvres artistiques et les productions de personnes handicapées. Et enfin, il s'agira d'organiser une soirée de gala. Alors, cette soirée, justement, je voulais qu'on en parle parce que, est-ce que vous ne la trouvez pas à la fois dispendieuse et dangereuse en contexte de Covid? Vous auriez pu, par exemple, organiser tout simplement un appel à la générosité publique après les autorisations. Oui, nous comprenons bien votre inquiétude. Dites-vous que c'est un médecin qui est devant vous. Et donc, et le médecin prend des risques. Il n'y a pas de risque que nous prenons. Nous pouvions organiser une vraie soirée de gala ne s'organise pas avec 100 personnes. Nous avons sollicité 100 places uniquement pour justement respecter cette approche de respect des mesures barrières. Nous avons, depuis que le projet a été maturé, nous avons fait ces appels à manifestation. Nous avons transmis des correspondances à la plupart d'entreprises publiques, privées, du secteur privé, et nous avons même déjà de nombreuses réponses dans le sens d'un soutien au centre. Parce qu'ils savent tous que, en période Covid, les grands rassemblements sont impossibles. Donc je dois vous dire que nombreux sont déjà, et je dis déjà merci à ceux qui nous ont répondu favorablement. Je ne sais pas si il est bon temps de les citer déjà pour leur dire merci. Pas nécessairement. En tout cas, ils font œuvre sociale. Merci. Alors, je ne sais pas, dans vos interactions, est-ce qu'il vous arrive de solliciter, par exemple, l'appui des bailleurs de fonds extérieurs? Bien. Nous n'avons pas encore sollicité l'appui des bailleurs de fonds extérieurs. C'est une piste. Pour le moment, le centre se déploie avec des ressources mises à sa disposition par l'État. C'est pour ça que l'État met assez de moyens. Nous faisons nôtre vos propositions et nous réfléchirons dans ce sens. En tout cas, l'État explore activement et on va dire cette piste-là, l'État l'explore donc, et la preuve cette semaine, le gouvernement a achevé avec le Fonds monétaire international des pourparlers qui doivent aboutir à la conclusion d'un accord de prêt. On va essayer de voir dans quelle conjoncture dont ces échanges ont été conduits. C'est un sujet qui nous est développé par Cyril King-Mbépé. 350 milliards de francs CFA pour soutenir la transparence, améliorer le climat des affaires et sécuriser les plus faibles. L'accord de prêt entre le Cameroun et le FMI, attendu dans les prochains jours, participe à 8% du budget 2021 de l'État, arrêté à 4 862 milliards de francs CFA. Le Cameroun est dans une économie résiliente et a quand même élaboré la stratégie nationale de développement avec un certain nombre d'objectifs. L'objectif de poursuivre toujours une croissance très forte. Et dans ce contexte, il est important maintenant que le FMI apporte un appui pour un certain nombre d'objectifs qui sont poursuivis dans cette stratégie nationale de développement. Des perspectives assez bonnes pour Yaoundé qui a prévu que 1362 milliards de francs CFA de son budget proviennent des emprunts. La marche vers l'émergence au rythme de la SND 30 peut alors prendre de l'envergure. C'est la transparence, c'est la protection sociale et c'est la dynamisation du secteur privé. L'exécution des marchés publics se fait avec peut-être des problèmes. Et si déjà dans la stratégie, on met l'accent sur un fait qu'il faut nécessairement qu'on retrouve la transparence, c'est une bonne chose. La protection sociale, bon, c'est vrai qu'au Cameroun, malgré tout ce qu'on peut dire, il y a quand même encore un seuil de pauvreté assez important et il faut surmonter cela. La conjoncture marquée par la crise sanitaire est avec cette annonce bien gérée en attendant le retour de la croissance. Le FMI n'est pas appelé à financer la construction d'une autoroute, d'une usine ou d'un barrage. Sa mission est bien précise. Financer les déficits de balance des paiements et du commerce extérieur.
Et il se trouve que, n'est-ce pas, les 350 milliards, ça correspond justement aux besoins conjoncturels. Autre nouvelle notable avec cette visite des cadres du FMI au Cameroun, la transformation des matières premières pour une économie plus productive. Les interventions du FMI sont toujours des interventions à court terme. 9 mois, 18 mois, 3 ans, ce qu'on appelait accord triennal. C'est même exceptionnel, n'est-ce pas, de faire un programme sur 3 ans. Les concours du FMI visent à corriger une situation à court terme née par exemple d'une catastrophe naturelle ou d'une chute des cours du prix du pétrole ou des matières premières que nous vendons. Le Cameroun est en marche. Ses amis sur le plan bilatéral et multilatéral le soutiennent dans cet effort colossal. L'un des éléments importants de la stratégie, c'est quoi? C'est la transformation structurelle de l'économie. Un stop aux importations et qu'on se lance littéralement à la production, à la transformation locale, à la diversification de l'appareil économique. Reste désormais que la gestion transparente de l'économie assure une croissance sans retenue. Alexandre Manga, souhaiteriez-vous réagir à l'élément que nous venons de suivre? Juste pour apprécier les efforts qui sont faits dans ce sens, parce que, voyez-vous, le FMI n'aboutit pas, lorsque vous négociez avec le FMI, généralement, c'est des experts qui tournent et retournent dans tous les sens votre dossier. Et ces experts-là, lorsqu'ils arrivent à signer un accord avec vous, c'est qu'ils ont été convaincus de certaines réalités. Et donc le Cameroun est convaincant en la matière? Je dirais oui. Très bien. Le centre des handicapés délivre des prestations qui sont payantes. Est-ce que ces prestations-là ne devraient pas être gratuites, au moins pour les personnes fragiles? Bien, le mot fragile est un mot assez qui peut porter à confusion. Par exemple, et il y a beaucoup de subjectivité. Nous parlons des couches sociales vulnérables. Les couches sociales vulnérables, voyez-vous, c'est un service public. Et quand on parle déjà d'un service public, les coûts sont relativement bas. Il n'y a aucunement mentionné dans les textes en vigueur de gratuité. Voilà la réponse que je voudrais apporter. Mais cela dit, cela dit, Romuald, cela dit, le centre est doté d'un staff social d'une trentaine de travailleurs sociaux, tous grades confondus. Et lorsqu'une demande nous parvient à notre niveau, cette demande est examinée. Il y a des enquêtes sociales qui sont menées par ce personnel. Et généralement, le directeur général suit la décision qui est prise. Et donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, nous perdons près de 50 millions par an. Là-dedans, il y a des gratuités, mais pas des gratuités a priori, des gratuités que nous faisons a posteriori, lorsqu'après une enquête sociale, il se révèle que la personne est vraiment limitée. Nous sommes dans une société où, vous savez, le Cameroun, la personne handicapée, comme tout Camerounais, peut avoir différentes postures pour des raisons particulières. Alors, dites-moi, vous avez une école inclusive dont on dit par ailleurs beaucoup de bien, mais est-ce que ce bien-là va jusqu'à la facilitation de l'insertion socio-professionnelle de vos anciens pensionnaires? Je peux dire oui et non. Non, oui, déjà parce que à travers la scolarisation, vous savez, la scolarisation, l'éducation, l'alphabétisation des enfants les prépare à affronter la société dans laquelle ils vivent. Mais oui aussi parce que nous avons un projet, à travers ce projet marocain, de pouvoir créer un cycle secondaire bilingue et inclusif. C'est l'une des plus-values du projet marocain, c'est-à-dire que nous ne nous arrêterons pas qu'au primaire, nous allons avoir un cycle secondaire inclusif où nous accueillons pour le moment dans le primaire 280 enfants par an, où vous avez des enfants handicapés qui fréquentent avec des enfants dits normaux. Les parents d'enfants handicapés avec des parents d'enfants dits normaux. Oui, c'est là un laboratoire un peu. Nous sommes en train de créer un laboratoire afin que ces parents
soient les ambassadeurs de l'inclusion sociale lorsqu'ils sortent de notre enceinte. Quand on sort justement de votre centre, on a l'impression qu'il y a deux mondes au-delà des discours. On se rend compte que les édifices publics continuent d'être construits sans respecter l'approche handicap. Dans les nominations, il n'y a pas véritablement de ratio, par exemple, réservé en faveur des personnes handicapées. Cela vaut aussi pour l'insertion socio-professionnelle. Est-ce que sur la base de tout cela, vous partagez ce sentiment, on va dire, de déséquilibre, voire d'injustice qu'éprouvent les personnes handicapées? Romuald, je dirais que c'est le verre à moitié plein et à moitié vide. Parce que sauf si nous ne voulons pas nous remémorer de l'actualité, laquelle le chef de l'État a promu des personnes handicapées. On peut dire, disons, des personnes avec certaines limitations fonctionnelles à de nombreux postes. Ça, c'est déjà la volonté politique. Nous avons eu des membres du gouvernement. Nous avons mon adjoint, par exemple, est une personne handicapée. Nous avons des directeurs qui sont des personnes handicapées dans la haute administration camerounaise. Est-ce que cela est valable mais ce n'est pas suffisant. Partout. Ce n'est pas suffisant. À partir du moment où la volonté est là, les autres doivent suivre. Nous sommes en train de mener un gros plaidoyer au MIAD. Nous avons l'impression que les personnes handicapées sont butées parce que nous avons rencontré, il y a 2 mois, nous avons rencontré une 50aine d'associations privées qui s'occupent des personnes handicapées. Elles nous ont présenté leurs problèmes. Ils sont énormes. Il y a de la discrimination. Il y a de la stigmatisation. Nous avons décidé de commencer à travailler avec les collectivités territoriales décentralisées. Parce que normalement, chaque maire devrait, dans sa localité, donner accès ou employer un quota de personnes handicapées. Chaque entreprise privée devrait avoir un quota de personnes handicapées. Chaque DG d'établissement public devrait avoir un quota de personnes handicapées. Mais qu'est-ce que nous constatons? Cela pourrait passer par quoi? Une loi ou simplement un plaidoyer? Cette prescription existe même déjà. Le centre que je dirige emploie 20 personnes handicapées. Dès qu'une personne handicapée demande un emploi, on lui dit, et c'est eux qui lui disent, allez à Etougébé. Vous imaginez, dès qu'une personne handicapée est malade, présente un paludisme, une gastroentérite, ou bien présente une hypertension, on lui dit, allez à Etougébé. Peu de gens savent qu'il y a une loi, et cette discrimination, elle est punie par la loi. Il faut informer les managers, il faut informer les dirigeants de cette structure. J'imagine que votre tutelle également se saisit de cette question, de toutes ces situations. Parlez-moi des relations avec cette tutelle, le ministère des Affaires sociales. Comment les qualifiez-vous, vos rapports entre eux? Elles sont très harmonieuses. Elles sont très harmonieuses dans le sens où la tutelle veille sur son enfant. Devrais-je en conclure que vous n'avez plus rien à demander? Ce n'est pas ce que je voulais dire. Vous me faites dire ce que je ne voulais pas dire. Alors, qu'est-ce qui doit changer? Ce que je vais dire, c'est que nous bénéficions de l'accompagnement, des conseils, de la tutelle, dont le chef de département est présidente du conseil d'administration et des autres administrateurs qui veillent à ce que la gestion du DG respecte la réglementation en vigueur. C'est un message à passer. Mais vis-à-vis du gouvernement, est-ce que l'épaisseur de l'enveloppe, par exemple, mise à la disposition du centre par l'État, ne devrait pas augmenter? C'est notre plaidoyer. Notre plaidoyer, vous savez, la performance est tributaire des ressources humaines. Et si vous avez un centre à qui vous demandez de prendre en charge tout type de handicap, imaginez-vous des spécialistes pour la prise en charge du handicap moteur, visuel, auditif et mental, honnêtement,
il faut donner à ce centre des ressources humaines, donc une subvention de fonctionnement qui permet de stabiliser et de recruter ces techniciens. Et pour l'instant, notre subvention de fonctionnement ne permet pas de pouvoir assurer un salaire décent selon la grille salariale adoptée par le conseil d'administration de janvier en décembre. Ce qui fait que nous avons 30% des personnels qui ont un statut, je vais dire, de vacataire. Ce qui n'est pas producteur de performance. Il faudra que, c'est un plaidoyer que nous faisons auprès de la tutelle financière, c'est de donner un peu plus de au moyens. centre des ressources qui permettent, parce que chacun de nous est une personne handicapée en puissance. Qui s'ignore certainement. Alors, il y a, selon les chiffres, vous accueillez entre 11 et 13 000 par an. Voilà. Alors, est-ce que avec vos infrastructures actuelles et le personnel que vous avez, les conditions sont réunies pour garantir la qualité des prestations dans ces conditions-là, avec ces effectifs? Vous savez, s'il s'agit de la gestion des ressources humaines, pour l'instant, nous nous efforçons d'améliorer les conditions de travail depuis 3 ans que nous avons eu l'honneur de diriger ce centre. Nous avons trouvé un passif lourd, Romuald. On n'a pas assez de temps de nous attarder. Quand je vous disais que le bateau était en train de chavirer, nous avons trouvé une dette qui s'élevait entre 550 et 600 millions de francs pour un centre social. Est-elle réduite à ce jour? La dette qui concerne la dette vis-à-vis du personnel, la dette vis-à-vis de la CNPS, de près de 300 millions, la dette vis-à-vis de la Direction générale des impôts, la dette vis-à-vis de la RMP, c'est-à-dire qu'il aura fallu depuis 3 ans des efforts énormes de gestion. Nous avons réduit... Quelle est la tendance aujourd'hui? La tendance aujourd'hui, après 3 ans, nous avons réduit la dette vis-à-vis du personnel, qui était de près de 110-120 millions. Nous l'avons réduite actuellement, elle est autour de 48 millions. Et nous allons continuer encore. Nous avons, cette année et l'année prochaine, nous allons pour l'éliminer complètement. La dette vis-à-vis de la CNPS, nous avons payé 15% de cette dette avec l'aide du gouvernement. Et nous avons signé un accord avec la CNPS d'apurer cette dette sur 4 ans. Donc nous sommes avec la CNPS en train d'apurer la dette. La dette vis-à-vis de la Direction générale des impôts a été complètement apurée. Ce qu'il y a comme retard de paiement ne sont que des retards mensuels liés au décalage qu'il y a entre les engagements et puis les paiements. Et puis la dette vis-à-vis de l'ARMP, elle également, elle est en cours d'être apurée. Et nous avons une dette commerciale que nous avons trouvée également, une dette commerciale de près de 50 millions. Alexandre Manga, je voudrais peut-être que vous partagiez rapidement avec nous vos souvenirs d'élèves, notamment les formules que vous appliquiez pour passer vos examens, parce que nous sommes à quelques jours seulement du baccalauréat général. Alors, quand vous étiez élève, comment prépariez-vous les examens à cette période-ci? Bien, il y avait une condition avant, c'est d'avoir été assidu. Dans les derniers moments, il faut se concentrer. Il faut se concentrer. Il faut vraiment effacer de sa mémoire ou bien de sa pensée la tricherie. Très bien. Nous allons voir comment se concentrent les candidats au baccalauréat général qui vont monter au créneau à partir de mardi. Ils ont été observés dans ce qu'ils appellent eux-mêmes le stage bloqué. Barbara Padjama. À l'aide d'une craie, d'un crayon ou d'un stylo, les élèves tracent la dernière ligne de leur longue année scolaire. La série des tests écrits a commencé. Les terminales ont le prochain rôle de candidat. Le bac, c'est pour mardi, dans moins de 48 heures. Un peu stressé ou pas? Je stressais vraiment, mais grâce à ce que le prêtre disait là-bas, ça m'a... Donc je suis là comme lui, je peux apporter mon examen, je sais que je peux, la loi du d'abord, je sais que je peux et je vais avoir mon examen. Elle a parlé du prêtre, justement à l'occasion. Il y a des établissements qui mobilisent toutes les forces pour élever le niveau de concentration et déposer devant Dieu le fardeau des lacunes. Nous confions ces candidats à Dieu pour que Dieu renouvelle leur intelligence, leur sagesse. Nous donnons des conseils, nous rappelons la discipline aux apprenants
Et nous donnons tous les indicateurs et les paramètres par rapport à l'examen certificatif. Des conseils pour bien organiser son stage bloqué. Yvan s'est verrouillé depuis le mois de janvier. Dès que je rentre, je me repose. Juste après, à partir de 20h, j'étudie jusqu'à 23h. Après, je dors. Je me lève à 4h du matin. Je revise, puis je repars à l'école. S'agissant des révisions, quand nous rentrions, la première chose que nous faisions, c'est manger, se laver et dormir. Et peut-être à une certaine heure de la nuit, entre 2h, on se réveille pour les dernières révisions. Les inspecteurs ont encouragé dans la foulée des séances de travaux dirigés à l'école, en groupe entre camarades ou en aparté chez soi. Avant, je regardais la télé dans la nuit. Maintenant, je ne regarde plus la télé. J'ai préparé avec mes camarades des cours à la sortie. On se rencontre dans les salles de classe. On travaille. Bon, comme je fais la terminale C, on travaille plus en mathématiques. Debout, dans la prière ou assis devant les bords, les candidats encore en lice revisent au calme leur cartouche qui résume tous les cours de cette année scolaire. Depuis le début de l'année 2021, nous observons une augmentation du nombre de cas positifs au test de coronavirus dans nos formations sanitaires. Pour se protéger, ayons toujours notre masque à portée de main pour l'arborer lorsqu'on est face aux autres populations. Nous devons régulièrement laver nos mains, soit avec un gel hydroalcoolique, ou au besoin de l'eau et du savon. Alexandre Manga, deux questions rapides de la part de nos internautes qui regardent cette émission sur les plateformes de la CRTV. Thiele veut savoir quelles sont les conditions d'acceptation au Centre national de réhabilitation des personnes handicapées et comment se fait la prise en charge. Il n'y a aucune condition. C'est un service public. Il n'y a aucune condition. Le centre vous offre des consultations de médecine générale, de médecine spécialisée, également des appareillages, des examens de laboratoire, la kiné. Et donc, il n'y a aucune condition. C'est un service public. Il n'y a aucune condition. Et comment se fait la prise en charge des personnes handicapées? Elle passe par une salle d'attente où il y a un accueil, où on trie les malades selon la plainte du malade, on l'oriente soit chez un généraliste, soit chez un spécialiste. Et puis à partir de là, la chaîne de prestations se met en marche. On ne peut pas détailler, ça dépend de ce que la personne présente comme besoin. Et puis il ne faut pas oublier l'offre en formation professionnelle. Si vous voulez apprendre un métier, nous avons de nombreux ateliers de menuiserie, d'art graphique, de sérigraphie, nous avons les TIC, nous avons des ateliers de menuiserie bois et menuiserie métallique, dont infographie. Tous ces ateliers permettent à la personne, après une scolarisation de 2 ans généralement, il y a la couture aussi, j'ai oublié, de pouvoir se reconvertir professionnellement et de mûrir un projet que nous accompagnons parce que nous réinsérons les personnes handicapées justement qui sont à bout de leur cycle de formation. C'est ce que je voulais vous demander. Vous, combien de personnes à peu près avez-vous inséré ces derniers Alors, temps? depuis 10 ans, nous avons 580 personnes handicapées et par an, selon nos recettes propres, nous réinsérons entre 10 et 20 personnes handicapées dans des projets concernant les activités génératrices de revenus. C'est la raison pour laquelle il faut un peu payer. Il n'y a pas de gratuité, c'est bas, mais il faut payer parce que 10% de ces recettes sont réutilisées pour réinsérer les personnes handicapées qui sont en formation. Théodore Frézaya souhaite savoir, au centre, qui considère-t-on exactement comme handicapé? Oh, mais la loi est là, la loi le dit. Hein? C'est le ministère des Affaires sociales qui délivre la carte nationale d'invalidité. Et donc, nous considérons simplement, nous délivrons simplement, autant pour moi, des certificats spéciaux, c'est-à-dire l'évaluation corporelle et fonctionnelle de votre incapacité. Et c'est au ministère des Affaires sociales, à la tutelle technique, de délivrer la carte nationale d'invalidité, parce qu'il y a aussi des enquêtes sociales qui sont menées, il y a toute une procédure. À partir de d'autres certificats délivrés, le requérant doit se rendre au centre social de la mairie de son lieu de vie.
et introduire une demande de carte nationale d'invalidité. Un petit mot sur la levée de fonds que vous préconisez. À quoi vont servir ces fonds-là? Comment va être utilisé cet argent? Alors, ce projet, c'est un projet qui permet d'appareiller quasi gratuitement sur 5 ans 1000 personnes handicapées. Donc 500 secteurs moteurs, 300 secteurs auditifs, 200 secteurs visuels. Voilà le projet que nous avons, parce que nous nous sommes rendus compte que la plupart des personnes que nous rencontrons, et ça fait mal au cœur de voir une personne qui a une jambe amputée, en dessous ou au-dessus du genou, et qui ne peut pas avoir une activité, une autonomie, qui déambule grâce à des béquilles qui les soutiennent à partir des aisselles. On ne doit plus voir ça. La corruption est souvent décriée dans les milieux hospitaliers Alexandre Manga, et vous administrez des soins là-bas. Est-ce que vous êtes exempt, est-ce que vous êtes exempt de tout reproche de ce point de vue-là? Le chat à votre gorge est révélateur, Romuald. La corruption est une gangrène qu'il faut combattre. Nous luttons tous contre la corruption. Nous ne pouvons pas dire que nous sommes dans un milieu sain, parce que nous sommes des humains. Et notre rôle, justement, c'est de pouvoir extirper ce mal. Depuis 3 ans, c'est ce que nous faisons dans notre sous-programme de gouvernance. Vraiment, nous essayons de... Et d'ailleurs, je peux vous dire, il y a des déviations, des fautes pour lesquelles certaines victimes nous ont traînés devant les tribunaux parce que nous avons pris des sanctions qui étaient assez sévères. Terminons un peu par vous-même et par l'actualité, et je vous prie de répondre sans développer. Vous dormez tôt ou vous êtes plutôt en couche-tard? Couche-tard. Alors, lorsqu'on observe la chronique judiciaire qui met en scène et en difficulté un certain nombre de personnalités de la République, est-ce que vous, comme directeur général, vous parvenez à dormir quand vous allez vous coucher tard en pensant à votre gestion? Vous savez, le seul guide d'un gestionnaire, c'est sa conscience. Pour le moment, ma conscience ne me reproche rien. Monsieur le directeur général, votre conscience ne vous reproche rien. Alors, est-ce qu'il y aurait un handicap à ce que nous puissions, par exemple, arrêter cet entretien ici et maintenant? Oui, Romuald, nous pouvons le faire, mais si vous permettez que nous puissions quand même remercier quelques personnes. Et sans publicité. Sans publicité, Romuald. Je voulais rendre grâce à Dieu qui a permis que nous puissions passer ces moments d'échange, parce que le problème du handicap est un problème très important. Je voulais remercier également M. le Président de la République qui, en me nommant à ce poste, dois-je rappeler que j'ai passé 8 ans comme directeur général adjoint, et c'est depuis 3 ans qu'il m'a confié au poste de directeur général, alors que nous ne sommes pas des fonctionnaires. Donc, nous sommes de la diaspora. C'est un clin d'œil à la diaspora qui a peur de rentrer au Cameroun travailler. Je suis rentré, ça fait 21 ans que je suis rentré au Cameroun. Je me suis mis à travailler. Et puis, à un moment donné, j'ai été promu par le chef de l'État. Et enfin, nous allons remercier le ministre des Affaires sociales, la tutelle technique qui nous a autorisé de venir aborder cette problématique importante qu'est la problématique sur le handicap, et votre directeur général, M. Charles Ondongo, qui nous a aussi donné cette occasion et que nous saluons d'ailleurs. Et qui est donc à la supervision générale de l'ensemble des émissions produites sur notre antenne. Mesdames et messieurs, je rappelle que nous recevions ce dimanche Alexandre Manga, directeur général du Centre national de réhabilitation des personnes handicapées, cardinal Paul-Émile Léger. Bonne célébration du cinquantenaire et merci d'être venu en parler à Actualité Hebdo. Merci Romuald. Nous vous attendons vous-même pour les consultations, pour la kiné pendant la semaine, puisque nous le faisons à moitié prix pendant toute la semaine qui consacrera le cinquantenaire. Je ne me ferai pas prier. Mesdames et messieurs, merci d'avoir regardé cette autre livraison d'Actualité Hebdo. Belle semaine et bon dimanche sur votre chaîne, la CRTV. L'actualité, c'est ici. Bonsoir.